Bonjour, voici cette vidéo d'introduction sur la perversion narcissique comme avancée depuis les vidéos numéro 292 et 299 donc, et également aussi en répondant à cette question, mon jumeau peut-il être un pervers narcissique, en vidéo numéro 341. Une série de vidéos qui va suivre après cette intro donc sur les stratégies de la perversion narcissique. Plusieurs petites vidéos courtes, rapides, faciles à écouter et vers lesquelles vous pourrez vous tourner autant de fois que vous en aurez besoin, autant que de nécessaire à chaque fois que vous aurez une question. Ici, une synthèse en quelques vidéos sur les stratégies très rapidement, donc une par une, de la perversion narcissique. Et dans la mesure où c'est un sujet connexe, et non pas le sujet central bien sûr ici de la chaîne, mais c'est un sujet connexe à la relation flamme jumelle, on pourrait parler en anglais de ce qui est entendu par false twin flame, le faux jumeau ou la fausse flamme jumelle bien sûr, et c'est vraiment un sujet important à viser complètement ici. Il ne touche pas d'ailleurs que le couple, on va en parler après. Donc nous allons voir de manière synthétique dans cette vidéo d'intro les quelques définitions qui sont données par les divers professionnels et auteurs majeurs en psychologie, en psychanalyse et médecins psychiatres depuis celui qui a théorisé la perversion narcissique, le premier, Paul-Claude Racamier, toujours en 1986, a commencé par lui. Des professionnels en général à qui on demande d'être à minima bac+8, on peut encore aller au-delà bien sûr, professionnels et spécialistes de la perversion narcissique parce qu'il a été remarqué que c'était un sujet tellement complexe qu'à part psychanalystes et médecins psychiatres et minimum à bac+8, certains en psychologie pouvaient largement passer à côté de la pathologie. Et puis je vous donnerai aussi encore quelques caractéristiques de l'individu pervers narcissique, qui peut être homme ou femme, bien sûr, et nous pourrons passer après à cette série de courtes vidéos quant aux stratégies employées par les pervers narcissiques, hommes ou femmes, donc, puisque une fois qu'on en connaît un, on les connaît tous. Faut-il encore, avant cela, avoir identifié la personne, avoir discerné qu'elle était dans ce genre de pathologie? C'est bien une pathologie. À noter aussi que la perversion narcissique peut s'exprimer dans 3 sphères différentes. Dans le couple, la sphère privée, où là, elle est bien connue maintenant. Dans le travail, dans la sphère professionnelle, grâce aux travaux de Marie-France Irigoyen, en suivant Paul-Claude Racamier, là aussi. Et puis dans la sphère médiatique. Et là, ça pose beaucoup de soucis, parce que ça n'est plus une ou quelques personnes qui sont victimes du pervers narcissique ou de la perverse narcissique, mais des dizaines, des centaines, des milliers, voire des dizaines de milliers. Il me semble, ça m'est personnel, vous verrez peut-être si vous avez un avis sur la question parce que vous vous penchez dessus depuis longtemps aussi, que dans la sphère privée, dans le couple, ce sont surtout des hommes identifiés comme pervers narcissiques dans le couple. Dans la sphère professionnelle, au travail, ça pourrait être autant les deux. À voir, donc, j'ai moins de recul sur le harcèlement moral au travail. Et par contre, dans la sphère médiatique, il me semble, avec un fléau qui monte en flèche aussi ces derniers mois et dernières années, éveil des êtres humains aidants sûrement, il y aurait plus de femmes, notamment dans les sphères du développement personnel, de l'accompagnement et dans les sphères spirituelles. Vraiment en recrudescence, avec des cas qui pourraient être donnés à l'appui et qui pourraient ensuite être confirmés par les professionnels de la question. Alors, effectivement, ça grimpe, le phénomène est de plus en plus prononcé, il est fonction de l'éveil des consciences, il me semble, et il est très difficile pour les personnes déjà prises au piège, mises sous emprise, d'admettre la perversion narcissique de la personne qu'elles adulent depuis un bout de temps ou depuis longtemps déjà, et ayant entraîné comme une dépendance, comme si elles étaient accros, addictes à cette personne qui pourtant est en train de leur retourner le cerveau. Et c'est le propre de la perversion narcissique, de ferrer ça ou ses victimes en bouclant l'emprise par ce phénomène d'addiction à ses mots, à son discours, à sa façon d'être, à ce qu'il promet et qu'il n'apporte jamais, ou à ce qu'elle promet et qu'elle n'apporte jamais, des idées et des solutions, une aide, ça n'est jamais apporté, c'est toujours promis, et il y a une sorte d'addiction en attendant toujours d'ailleurs que ça vienne et que ça arrive, ce qui a été promis
et qui ne viendra jamais, seulement les victimes ne s'en aperçoivent que bien trop tard. Et ces mêmes victimes donc sont tellement addictes que si une autre personne venait à dénoncer ou voulait venir les aider et dénoncer donc l'individu pervers narcissique qui est en train d'œuvrer à la destruction, ce sont elles-mêmes bien souvent qui se retournent contre la personne qui veut aider, qui la dénonce comme mauvaise, qui la disqualifie, qui est montrée du doigt ensuite par ces mêmes individus, personnes sous emprise du pervers narcissique ou de la femme perverse narcissique. Ça ne dure qu'un temps, mais c'est aussi un schéma récurrent qui se produit à chaque fois. Certains voient avant d'autres la perversion narcissique, le disent, et ce sont les personnes complètement en dépendance à l'individu pervers narcissique qui dénoncent la personne voulant aider comme étant la mauvaise personne, et ça fait beaucoup rire bien sûr l'individu pervers narcissique ou la personne perverse narcissique. Alors voyons ici les définitions données pour décrire cette perversion narcissique en quelques mots, en recommençant par le début avec Paul-Claude Racamier, qui nous donne une définition précise dès 1986 dans son article intitulé « Entre agonie psychique, déni psychotique et perversion narcissique ». Il est défini ici dans cet article une propension active du sujet à nourrir son propre narcissisme aux dépens de celui d'autrui. Ce n'est donc pas une perversion sexuelle, là il nous ramènerait à la psychanalyse de Freud notamment, mais plutôt une perversité. Alors il est vrai que pour être au plus juste du vocabulaire, on devrait dire perversité narcissique, mais couramment on dit perversion narcissique. Entre parenthèses d'ailleurs, on peut noter que les pervers narcissiques, hommes ou femmes, sont des individus normaux, entre guillemets. Ils paraissent tout à fait normaux et la plupart du temps, ils ne sont pas du tout vus par l'extérieur comme ayant des comportements étranges, comme pouvant faire du mal. Ils se présentent sous des angles très avantageux. Le plus souvent, on parle aussi de séduction, on le verra dans les stratégies employées. Cependant, bien que leurs actions soient souterraines, indicibles et invisibles, indiscernables, dans cette apparence de normalité, ils sont vraiment des individus, hommes et femmes, très redoutables et très destructeurs, et beaucoup de professionnels de la question les décrivent la perversion narcissique comme le mal du siècle, réellement, et un véritable fléau pour les êtres humains. Paul-Claude Racamier continue donc en disant sur la perversion narcissique que sa fonction est double. S'il s'agit bien pour le perversif d'assurer sa propre immunité par devers le conflit et les douleurs de deuil, et de se valoriser narcissiquement par rapport à des failles profondes et cachées en attaquant le moi de l'autre et en jouissant de sa déroute. Cette déroute lui est ensuite imputée, ce qui fait que la jouissance perversive est toujours redoublée. Alors, il y a aussi donc cet autre complément qu'il nous donne, et il dit bien « Il n'y a rien à attendre de la fréquentation des pervers narcissiques, on peut seulement souhaiter s'en sortir indemne. » Et encore d'ajouter aussi, pour eux, pour elles, un mensonge réussi compte comme une vérité. Et là aussi, c'est très jubilatoire, bien sûr, quand ils ont réussi à instiller un mensonge dans la tête de X personnes et qu'ils en ont fait, auprès de ces mêmes personnes, une vérité. Voyons rapidement aussi la définition de Marie-France Irigoyen, donc, qui a beaucoup travaillé sur le harcèlement moral au travail, notamment dû au pervers narcissique. Elle est aussi docteure en psychiatrie, donc médecin psychiatre, bac+8. Et elle dit ceci: le pervers narcissique est une personne totalement dépourvue d'empathie, qui n'éprouve aucun respect pour les autres, qu'il considère comme des objets utiles à son besoin de pouvoir, d'autorité. Il a besoin d'écraser pour exister. Et la proie rêvée reste l'enfant fragile et malléable avec sa confiance illimitée
et sa soif d'amour et de reconnaissance. Alors je pense que là, ça correspond vraiment plus à la sphère privée et quelque peu à la sphère professionnelle, bien sûr, mais que quand on entend Marie-France Irigoyen dire qu'il a besoin d'écraser les autres pour exister, la stratégie ne serait pas tout à fait adaptée au groupe et notamment à la sphère médiatique, parce que sinon il serait bien plus vu. Ça, c'est souvent quand il n'y a qu'une seule personne en face. Il me semble que dans la sphère médiatique, les personnes perverses narcissiques se présentent beaucoup plus comme voulant être très gentilles, aider, être serviables, et donc peut-être même avec un air candide, voire presque enfantin, d'autant plus que ce serait particulièrement des femmes. Donc à adapter les dires de Marie-France Irigoyen, docteur en psychiatrie, à la sphère médiatique et à comment se présenterait la perversion narcissique dans la sphère médiatique ou dans le groupe, des groupes spirituels, en stage, en formation, ou bien sûr sur les plateformes de vidéos. Quelques caractéristiques qui, elles, sont données, donc d'ores et déjà des caractéristiques données par Michel Cautertz, je pense ne pas écorcher son nom, qui est psychanalyste et médecin psychiatre, donc lui il a la double casquette, côté psychologie, psychanalyse et médecin psychiatre, donc docteur en médecine psychiatrique, 8 années encore une fois, et bien plus pour lui puisqu'il a la double casquette. Il donne quelques caractéristiques pour bien pouvoir appréhender la perversion narcissique et aider les victimes, donc en justice aussi, aider les thérapeutes d'ailleurs à être bien formés, à être compétents en face de tous les cas de personnes victimes et d'abus. Un minimum de bac plus 8, je le redis, c'est aussi un avocat très connu dans la sphère du harcèlement moral qui est maître Laurent Hincker, avocat à Paris, donc, et spécialiste en droit pénal, droit des personnes, droit européen et droit international, ayant défendu de nombreuses personnes dans le cadre de ce harcèlement moral, toujours, notamment jusqu'en Cour européenne, CEDH, Cour européenne des droits de l'homme. Retournons aux quelques caractéristiques qui sont données par le docteur Michel Cautertz sur la perversion narcissique. Il dit ceci. Premièrement, ces impératifs lui imposent de ne jamais dépendre et de ne jamais pouvoir être pris sur le fait. C'est pour ça qu'il ou elle est invisible d'ailleurs. C'est une stratégie, rester invisible. Deuxièmement, il possède tous les droits et autrui aucun. Troisièmement, si la loi existe pour les autres, lui peut la contourner. Quatrièmement, il distille dès lors le flou et la confusion, change selon ses attentes, rationalise, fuit les responsabilités qu'il met sur le dos des autres. Cinquièmement, il n'a cure d'aucun cadre de travail ou de relation. Sixièmement, il exploite autrui au nom de l'amitié, mais ne lui rend pas la réciproque. Septièmement, dans la recherche, les demandes sont toujours unilatérales. Dans la relation, les demandes sont toujours unilatérales. Dans une relation avec quelqu'un, donc il ne rend jamais l'appareil. Huitièmement, il met régulièrement l'autre en cause, mais ne peut jamais être lui-même mis en cause. Il ne se remet jamais en cause, le pervers narcissique ou la perverse narcissique. Et neuvièmement, sa préférence va largement, très largement, je dirais, aux communications indirectes, à la manipulation à distance ou par des intermédiaires, c'est-à-dire derrière le dos des personnes, bien sûr. Et j'ajoute encore, je le redis avant ma conclusion, on ne se méfie vraiment que trop peu de la perversion narcissique dans les groupes. Et si, comme moi, pendant un temps, longtemps, vous avez surtout cru que les pervers narcissiques étaient des hommes et dans la sphère privée, vous avez sûrement rencontré aussi ces dernières années des femmes perverses narcissiques. Moi, ça a commencé avec une psychologue en association lors d'une procédure où le père de mes enfants l'a utilisé pour m'en faire retirer la garde. Il restait quand même mes autres enfants, puisqu'au départ, ça concernait toute la fratrie, qui a fait pour la première fois dans l'existence de cette association une attestation en justice en inversant complètement les rôles, en écrivant ce que lui avait dit, sans vérifier quoi que ce soit, et ça a très bien marché. La deuxième fois que j'ai vu une femme perverse narcissique, c'était une avocate
en plaidoirie, qui utilisait le jargon judiciaire, d'ailleurs juridique, très mal. On voyait vraiment qu'elle ne maîtrisait pas son sujet. Ses confrères et consoeurs se demandent bien au barreau comment elle a obtenu sa capacité à être avocate. J'ai eu la réponse plus tard, donc bien sûr, dans le département, elle est fille d'eux. Et dans un département où on n'a peut-être pas besoin d'être aussi professionnel que dans d'autres, quand on est dans des plus petites villes, et encore à d'autres moments. Et je vois aujourd'hui sur la sphère médiatique des personnes qui sont vraiment dans cette pathologie de manière très marquée, d'autant plus qu'elle reste très invisible, encore plus que le pervers narcissique dans la sphère privée pour moi. Alors pour conclure, je le redis, j'avais annoncé en juillet 2018 que je pouvais reconnaître aujourd'hui, rien qu'à son visage, et encore mieux avec vidéo plus photo, bien sûr, reconnaître une personne qui est dans cette pathologie, en plus d'avoir analysé le discours. Ça, tout le monde peut le faire, faut-il encore connaître les stratégies de la perversion narcissique par le discours, en plus des témoignages des victimes, en plus de l'analyse donc par des professionnels, en plus des actes qui ont été posés ou des pensées qui ont été mises dans les cerveaux, et en plus à un niveau des ressentis du mal-être que génère l'écoute ou l'approche, le fait d'être proche d'une personne perverse narcissique. Je confirme ce que j'ai dit à ce moment-là en juillet 2018, j'ai vu arriver beaucoup de demandes, bien sûr. Ça n'est pas mon travail, mais je me tiens à disposition quand même de toute personne professionnelle de la question qui aimerait valider qu'il y aurait une possibilité de les identifier visuellement à la morphologie du visage et aux marques qui sont laissées sur le visage. C'est pour ça que je précisais que c'était bien plus facile au-delà de 40 ans, avant 40 ans. Peu de marques sur le visage, c'est plus difficile. Et pour vérifier mes dires, si quelqu'un veut les mettre à l'épreuve dans ce domaine de la psychiatrie ou de la psychanalyse, donc des personnes qui y travaillent et qui sont psychanalystes ou médecins psychiatres à Bac+8, je me tiens à disposition. Bien sûr, mon temps étant précieux, dans le donner-recevoir, ça sera à voir ensemble, mais je suis tout à fait disposée à faire vérifier ce que j'ai avancé là avec beaucoup de responsabilité en le faisant. Ça n'est pas mon travail donc que de les identifier pour vous. Exceptionnellement, je l'ai fait pour certaines personnes et toujours dans un équilibre d'échange, bien sûr. Et je vous retrouve pour ces petites vidéos qui vont suivre en série sur toutes les stratégies, une par une, utilisées par la perversion narcissique. Je pense que ça va pouvoir aider beaucoup de personnes. À tout de suite pour cette série qui va suivre.